Il est assez évident qu'ici, c'est un jeu diplomatique, c'est genre enfin moi, c'est une sorte de danse diplomatique. Donc on se félicite, on s'invite, on discute, il en ressort souvent pas grand-chose. On l'a vu, en Turquie, on le voit là en Alaska. C'est des petites, il y a beaucoup de déclarations, mais c'est ça, c'est des victoires aussi diplomatiques pour les États-Unis et la Russie, bien entendu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle fois le plaisir d'être avec Monsieur Laurent Braillard. Monsieur Braillard, bonjour. Bonjour à vous et merci de l'invitation, une fois encore. Merci encore à vous d'être avec nous. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un spécialiste du Donbass. On vous a reçu déjà plusieurs fois sur la chaîne pour des questions d'actualité et puis comprendre un petit peu les stratégies aussi qui se passent en interne de cette guerre. Aujourd'hui, on va refaire un point justement sur la guerre en Ukraine en revenant sur les dernières actualités principalement. Alors pour commencer, le nouveau président polonais a récemment annoncé la fin de certaines aides à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que c'est la descente aux enfers un petit peu pour l'Ukraine? Déjà la Pologne, c'est pas le principal, financier, de cette guerre quand même, de très loin. Même si la Pologne, bien sûr, a participé, comme tous les pays de l'OTAN et à cette aide, en donnant beaucoup de matériel et de l'argent. Et la Pologne et l'Ukraine, c'est quand même une histoire, assez compliquée, notamment, depuis assez longtemps puisque, on en a parlé dans un autre, opus, d'Omerta. Ça a été quand même une partie, de la Pologne, l'ouest de l'Ukraine en tout cas, et il y a eu ces fameux massacres de Volhynie, commis par les nationalistes ukrainiens. Donc il y a un contentieux historique, très fort entre les 2 pays. Bien sûr, il y en a un autre entre la Pologne et la Russie, plus important encore. Mais je pense qu'évidemment, les Européens sont ennuyés. J'ai vu pas mal de sources qui parlent, justement de cette aide européenne. Elle est avérée, elle va continuer. Les présidents, donc, ou premiers ministres du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France, l'ont confirmé et ils veulent poursuivre. Cependant, on sait, et ça a été dit aussi dans les presses occidentales, que cette aide, dans le temps, n'est pas assurée pour à long terme. Ça va être très compliqué. Je pense que la Pologne aussi se garde, c'est-à-dire que dans le narratif de la future invasion de l'Europe par la Russie, ce qui est complètement absurde, hein, la Pologne quand même, qui est une des grosses armées de l'Union européenne, a besoin, de se préserver elle aussi, de préserver ses matériels, de préserver ses finances. Et je pense que c'est une des raisons. Et puis ensuite, peut-être aussi qu'il y a d'autres raisons que je ne connais pas. Mais en tout cas, je pense que l'opinion, polonaise, par rapport aux mercenaires dont on a parlé déjà dans Omerta, quand même soutient peut-être de cœur l'Ukraine, mais n'est pas très motivée quand même pour une guerre, et une confrontation généralisée. Hmm. Une autre actualité, on entend pas mal parler d'un nouveau missile de croisière ukrainien, le Flamingo, qui serait capable d'atteindre une portée de 3000 km. Est-ce qu'il peut changer quelque chose? Est-ce qu'il peut changer la donne de la guerre en Ukraine sur le plan militaire et diplomatique? Alors d'autres experts plus pointus que moi sur les armes, en ont déjà parlé. Il est avéré qu'en fait, c'est un projet, britannique. En fait, c'est une transmission de technologie, à l'Ukraine. Bien sûr, ces missiles, pourront faire des dégâts. Maintenant, quelle sera la capacité de l'Ukraine en termes de production, en nombre de missiles? Et ensuite, bien sûr, les Russes vont observer tout ça de très près, je pense. Le renseignement russe, bien sûr, si ces missiles sont vraiment construits en Ukraine, cherchera bien sûr à détruire cette unité de production. Donc évidemment, moi je pense que c'est quand même, les missiles russes comptent beaucoup, mais on ne gagne pas la guerre avec des missiles. Donc et la Russie en a beaucoup plus, il y en aura toujours beaucoup plus que l'Ukraine. Donc ça sera une anecdote. Je pense que c'est aussi peut-être aussi, pour les Britanniques, comment dire? Un champ d'expérimentation, on peut se dire ça comme ça, dans un voilà, dans un conflit où ils peuvent pas participer, mais où ils pourront tester, certaines de leurs armes. Donc selon vous, ça ne va pas forcément représenter un changement majeur sur le plan militaire?
Bah, surtout que la défense antiaérienne russe est quand même une des meilleures au monde. Certes, je pense qu'il y aura des missiles qui passeront. Ensuite, ce ne sont pas des missiles supersoniques. Il n'y a que la Russie qui est en capacité, bah, qui a cette technologie. Donc, je pense que oui, ça restera une anecdote de l'histoire. On se souvient des fameux V1, V2, donc de l'Allemagne nazie, qui avait fait des dégâts, hein. On ne peut pas le nier, mais qui n'avait rien changé, bien sûr, au cours de la guerre. Hmm. À quoi attribuez-vous la récente multiplication aussi des attaques ciblées, comme celle contre le pont de Crimée en juin 2025 ou contre la centrale de Kourtchatov il y a quelques jours? Quels sont leurs objectifs concrets à ces attaques ciblées et comment est-ce que vous les expliquez aussi? Alors ça, c'est une question intéressante. Enfin bon, là, il y a quand même deux têtes. La première, c'est le pont de Crimée. Bon, le pont de Crimée, c'est quand même un grand symbole. C'est-à-dire que c'est une réalisation qui relie, bien sûr, la Russie avec la péninsule de Crimée. Donc c'est très symbolique parce que tout va commencer quasiment là. Bon, bien sûr, il y a le Maïdan, mais ensuite, il y a le retour de la Crimée au giron russe et ça a été énormément contesté. La communauté internationale n'a pas reconnu, bien sûr, ce retour par référendum. On était de mémoire le 15 mars 2014. Donc c'est plutôt un objectif symbolique. On sait très bien que les Ukrainiens ne pourront que l'endommager. C'est quand même un très très grand pont, hein, qui est vraiment immense. Je pense que c'est plutôt symbolique. Et après, la deuxième question, enfin, sur les centrales nucléaires, parce qu'il y a aussi celle de Zaporojié. Alors là, par contre, c'est assez. Moi, je m'interroge beaucoup, ça m'interloque beaucoup. Mais par contre, pour ces attaques, je pense qu'elles sont menées avec le renseignement militaire occidental qui ont les capacités, surtout voilà, de donner du renseignement dans les attaques en profondeur, donc renseignement français, britannique et américain via leurs satellites pour essayer voilà, de comprendre là où ils peuvent frapper, notamment par la défense, enfin, où se trouvent, c'est par exemple les systèmes de défense de la DCA russe, etc. Donc je pense que là, qu'il y a des objectifs aussi internationaux pour la propagande, pour montrer que l'Ukraine est toujours en possibilité de menacer la Russie sur des objectifs stratégiques, sur des infrastructures stratégiques qui sont quand même très sensibles. Cependant, c'est une stratégie qui est condamnable, hein, surtout le pont, admettons, le symbole, etc. Les centrales, là, quand même, c'est quand même autre chose. On n'a pas vu la Russie s'attaquer à des centrales nucléaires. Par contre, l'Ukraine, c'est pas nouveau. Alors bien sûr, c'est mis sur le dos de la Russie qui est censée être donc qui est censé avoir fait l'invasion, enfin commencé l'invasion de l'Ukraine et déclenché cette guerre. Donc je pense que c'est surtout pour des raisons de politique internationale, même si les signaux sont très négatifs à mon avis pour l'Ukraine, de manière assez étrange, ils poursuivent. Bon, on sait qu'ils ont aussi frappé le fameux pipeline, donc qui emmenait le gaz vers la Hongrie. C'est aussi un acte extrêmement grave. Et je pense que tout ça ne peut se faire qu'avec l'aval des Occidentaux, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est un petit peu un coup de com', du coup, un petit rappel au niveau communication aussi, parce que ça a été très médiatisé pour rappeler que ça peut attaquer aussi de l'autre côté? Oui, je pense que c'est aussi l'idée de montrer que l'armée ukrainienne a encore du répondant, alors que sa situation militaire est quand même très compliquée sur le front, dans les opérations terrestres, et de montrer que voilà, ils peuvent encore répliquer de manière assez forte et être une menace. Ensuite, peut-être aussi par rapport à l'opinion russe, qui a toujours été une cible, pour montrer que vous voyez, votre gouvernement ne peut pas vous protéger, vous êtes en danger, cette guerre, évidemment, vous la supportez et vous en supportez les conséquences et c'est votre gouvernement qui en est coupable. C'est aussi un peu le narratif. Bah, il fonctionne assez mal en Russie, évidemment. Hmm. Autre point d'actualité, il y a une crise de l'eau à Donetsk dans le Donbass qui dure depuis plusieurs semaines. Comment est-ce que vous interprétez cette crise au prisme de la stratégie russe? Alors ça, je connais très bien parce que, déjà, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui et que en fait, tout a commencé donc au début de l'opération spéciale. Il faut savoir que les Ukrainiens avaient fait un blocus, de l'eau. Il faut savoir que l'eau, en fait, elle vient, du Dniepr et c'est la raison pour laquelle, les Ukrainiens avaient construit un barrage pour faire un blocus de l'eau sur la Crimée, essentiellement, et aussi sur le Donbass. Le Donbass était encore approvisionné en eau, enfin je parle de Donetsk, jusqu'à février 2022 et ensuite, l'eau a été coupée. Donc, moi, quand j'ai passé ma mission de 6 mois en 2022,
j'ai eu de l'eau 3 fois au robinet en 6 mois. Ah oui. Donc c'est un problème qui dure depuis déjà plusieurs années et c'est une crise qui n'est pas résolue. Les Russes ont construit un canal, ça a été un et c'est un grand scandale, il faut quand même le dire, parce que ce canal n'est pas opérant. Il y a eu des problèmes. Alors je ne suis pas voilà, au fait de quels problèmes sont la cause du fait qu'il ne fonctionne mal, mais en tout cas, dans ma dernière mission de 3 mois, donc cette année, dans l'été, le printemps, l'été 2025, j'ai eu de l'eau tous les 2 jours, environ 3 ou 4 heures. Donc c'est vrai que c'est un vaste problème pour une ville qui est assez vaste, qui comptait avec Makiivka 1 500 000 habitants avant la guerre. Peut-être que maintenant il y a 1 200 000 habitants. En tout cas, c'est beaucoup de monde. Les personnes âgées sont touchées. Les premiers, surtout les gens qui habitent dans des immeubles au 8, 9e, 10e étage. Et plus on est dans les étages, plus la pression d'eau est faible. Donc plus vous habitez en hauteur, plus il est probable que vous ayez encore moins d'eau. Donc c'est très compliqué, évidemment, pour l'hygiène, pour les familles avec des enfants, etc. Donc c'est une situation qui dure depuis très longtemps. C'est une catastrophe humanitaire, on peut le dire, qui est une conséquence de la guerre. Les Russes ont beaucoup travaillé sur ce problème et ils n'ont pas réussi pour l'instant. Et c'est vrai aussi que le Dniepr est loin et surtout que la plupart des rives, sauf dans la région de Kherson, sont sous contrôle ukrainien. Et ils ont tenté, là, bon, là, c'est un gros problème. Il faudrait construire peut-être une centrale pour pomper de l'eau dans la mer Azov, mais tout ça, évidemment, en temps de guerre, etc. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ou très mal, et la population, hélas, de Donetsk et sa région est en souffrance. Hmm. Bah justement, les manifestations d'été contre l'affaiblissement des institutions anticorruption en Ukraine montrent un regain de citoyenneté interne. Comment est-ce que ça impacte la posture du gouvernement face à la guerre, pardon? Alors, en fait, c'est pas nouveau parce que dans cette Ukraine, qui est, quand même sous pression avec les répressions politiques, la police politique du SBU, il y a toujours eu quand même, un fond démocratique. Il y a toujours eu des journalistes d'investigation. Il y a toujours eu une frange de l'opinion ukrainienne, prête à descendre dans la rue et d'ailleurs, elle l'a fait des fois pour les mauvaises raisons, comme, pour le Maïdan ou la révolution orange. Et c'est le fait du NABU, donc ce fameux bureau de lutte anticorruption qui avait été créé sous l'égide des Américains et de l'ambassade du Royaume-Uni à Kiev, qui, voilà, le président Zelensky voulait s'en emparer. Il y a un énorme scandale qui est derrière, c'est-à-dire le vol par des amis de Zelensky. Ça s'est prouvé, hein, les journalistes ukrainiens l'ont même, entre guillemets, enfin, l'ont même démontré. C'est vraiment une énorme somme d'argent. C'était de l'argent pour des fortifications. C'est vraiment des gens très proches de Zelensky. Il y a des têtes qui vont tomber. Le peuple ukrainien est descendu dans la rue. Le Naboo n'a pas été fermé. Des protestations ont eu lieu en Union européenne de dirigeants, etc. Et ça montre que Zelensky et Kiev doivent compter avec l'opinion publique ukrainienne. Alors c'est intéressant parce que pour l'instant, par exemple, par rapport à la mobilisation forcée et les gens du TCC, donc les bureaux militaires, ne bouge pas trop. Il y a beaucoup de protestations, de résistance, d'actes, des attentats même, des assassinats même de gens du TCC, mais quand même, dans l'ensemble, le peuple ukrainien subissait. Là, pour la première fois, on le voit descendre dans la rue et être d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces manifestations, on a vu aussi des plaintes justement par rapport à la mobilisation. Il y a d'autres revendications qui ont émergé, mais cependant, c'est retombé quand même. Il y a l'état d'urgence. C'est un État policier, donc voilà, ça n'a pas été très loin, mais c'est quand même un signe que un jour, peut-être, voilà, il se passera quelque chose de plus en Ukraine. En tout cas, les gens commencent à être fatigués, ça se voit. Hmm. Et face à certaines exigences de Vladimir Poutine, comme le retrait ukrainien du Donbass ou l'abandon de l'OTAN, par exemple, est-ce qu'on peut parler de concession ou de calcul tactique dans la posture russe? Les Russes ont toujours été clairs. C'est-à-dire que les objectifs définis par le président Poutine dans ce fameux discours du 24 février 2022 sont clairs. Donc, à l'époque, évidemment, la situation militaire était autre. Donc, on parlait que du Donbass et de protection des populations russes du Donbass. Maintenant, il y a 2 nouvelles régions. Il y a eu un référendum en septembre 2022. Donc, Kherson et Zaporozhye se sont joints aux 2 autres régions de Lugansk et de Donetsk. La Crimée étant déjà, en fait,
finalement par son référendum du 15 mars 2014, et ça a été avalisé par la Douma, dans le giron russe. Donc ces revendications sont claires, elles ont toujours, en plus elles sont justifiées, en tout cas si on se place d'un côté plutôt neutre, elles sont justifiées par la volonté des populations. Là, je parle de l'insurrection du Donbass en avril 2014. Donc ces gens ont choisi, et c'est assez évident que les Russes ne les abandonneront pas. Ils ne vont pas les abandonner, ils les ont soutenus. Il ne faut pas être non plus idiots. Ils ont fourni des armes, ils ont fourni des munitions, ils ont fourni des supports, comme l'OTAN l'a fait de l'autre côté. Donc, ces populations ne seront pas abandonnées, et ça ne me paraît pas être un calcul, ça c'est avéré, ils le martèlent, ils l'ont toujours martelé, et pour l'OTAN aussi. Donc, ça c'est assez clair que la Russie n'acceptera jamais, et c'est une garantie aussi pour la Russie, de troupes étrangères, et de l'OTAN, bien sûr, en Ukraine. Ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Je ne pense pas qu'ici, ça soit négociable pour la Russie, et elle continuera, je pense, donc cette guerre tant que ces deux objectifs-là ne seront pas avalisés. Le reste, ça peut peut-être être négociable. Bien sûr, la dénazification ne sera jamais totale. Hélas, ce n'est pas possible. On l'a vu après 1945. Mais en tout cas, je pense que ça, ils seront fermes. Les Russes vont rester très fermes sur ça, et ils ont été très clairs. Hmm. Comment est-ce que vous voyez la crédibilité et les éventuels débouchés des discussions en cours actuellement autour des garanties de sécurité en Ukraine? Le problème, c'est qu'on a les États-Unis qui parlent, donc les États-Unis avec Trump, qui parlent à la Russie de Poutine. Donc évidemment, il manque une partie des intervenants. Bien sûr, c'est les principaux. Bien sûr, il y a aussi un jeu diplomatique américain qui est assez subtil. Je suis assez persuadé que les États-Unis ne veulent pas vraiment la paix, mais en tout cas voudraient se retirer le plus discrètement possible et laisser un petit peu le bébé donc aux Européens. Et après, comme Ponce Pilate, les États-Unis s'en laveront les mains. Cependant, je pense aussi que l'intérêt des États-Unis, c'est d'affaiblir la Russie le plus possible pour l'avenir. Donc, il est assez évident que ici, c'est un jeu diplomatique. Enfin, moi, c'est une sorte de danse diplomatique. Donc, on se félicite, on s'invite, on discute. Il en ressort souvent pas grand-chose. On l'a vu en Turquie, on le voit là en Alaska. C'est des petites. Il y a beaucoup de déclarations, mais c'est des victoires aussi diplomatiques pour les États-Unis et la Russie, bien entendu. Et ici, bien sûr, les Européens ont été déjà les marrons de la farce. On les a vus en panique, on les a vus se plaindre, on les a vus, enfin, les médias occidentaux étaient rassemblés autour de, voilà, la paix ne peut pas se faire sans l'Ukraine, c'est évident. Et je pense aussi que la Russie en a conscience, mais en tout cas, c'était important. Et les deux grands se sont réunis comme au vieux temps de la guerre froide pour montrer que c'était un peu les patrons. Et c'était assez intéressant de voir ce moment-là. Et je pense que les États-Unis aussi ont gagné ici, voilà, ont réaffirmé leur hégémonie comme grande puissance, etc., qui compte et qui peut décider les conflits. Et puis il y a le show de Trump, peut-être président de la paix, on ne sait pas, enfin en tout cas, qui aime de toute façon tous ces jeux diplomatiques où il reste assez fort. Est-ce que le fait aussi d'avoir réintégré en quelque sorte Vladimir Poutine et la Russie dans ces négociations représente vraiment un tournant dans la marche vers la paix? Oui, bien sûr, c'est quand même un pas en avant. On est assez certain, enfin voilà, Trump et Poutine ont discuté, on ne sait pas ce qui s'est dit vraiment, il faut quand même le dire. Mais il est certain, je pense qu'ils ont dû échanger des points de vue assez pointus. Je pense ils discutent en fait tout le temps. Je pense en fait que nous, on est un petit peu, voilà, des gens lambda, on ne se rend pas compte de ce qui se passe derrière, mais je pense que le dialogue n'a jamais cessé. Et je pense que c'est ici une démonstration, voilà, diplomatique, publique, qui, voilà, était importante, qui a été voulue par les deux camps et qui est aussi une pression, évidemment, sur l'Ukraine et sur les Européens. Maintenant, comme on a vu, cette pression, les Européens voilà, ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils veulent continuer donc cette guerre. Et il y a aussi des accusations assez fortes contre la Russie, qu'elle ne veut pas la paix, qu'il faut ce cessez-le-feu. Et ça a beaucoup tourné autour de ce cessez-le-feu. Et on commence à voir ensuite des petits articles sur les crimes de guerre qui continuent, des Russes, etc.
Enfin, bon, voilà, ces attaques de missiles, que la Russie ne veut pas vraiment la paix. Donc, on est juste dans une étape. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et moi, je pense personnellement, ça va peut-être en choquer certains, mais qui ont peut-être sans doute la guerre durera 1, 2, 3 ans de plus. Bien tassé, hélas. Pour revenir justement aux négociations, Lavrov a qualifié Zelensky d'illégitime, faute d'élections récentes. Est-ce que cette posture devient un frein dans les négociations ou plutôt un argument de pression politique? Je pense pas, mais on est encore dans les jeux diplomatiques où on se glisse des savonnettes. Là où Lavrov a raison, et ça c'est vrai, on sait qu'il n'y a pas eu d'élections en Ukraine, elles ont été donc annulées et justifiées par l'état d'urgence et l'état de guerre. En réalité, effectivement, si Zelensky avait joué le jeu démocratique réel, la passation de pouvoir se serait fait au président de la Rada, qui serait le président intérim de l'Ukraine. Ça, c'est une réalité. Cependant, pour des raisons que, bien sûr, on ne connaît pas, est-ce que c'est la volonté des Occidentaux, notamment des Européens? Est-ce que c'est Zelensky qui s'accroche? Ça, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, Lavrov a voulu rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup d'insistance autour de la rencontre Poutine Zelensky. Alors, c'est bien sûr pas Poutine qui le veut, mais Zelensky a affirmé qu'il voulait cette rencontre. Et je pense que justement, l'idée, c'était de dire, avant que Zelensky puisse donc demander une rencontre avec le président Poutine, encore faudrait-il qu'il soit un président légitime, élu démocratiquement et qui puisse justement être l'égal de Vladimir Poutine, ce qui est aussi assez marrant quand on pense, et c'est pour ça qu'on peut faire la corrélation avec Trump-Poutine, la rencontre, bon, évidemment là, c'est non avenu. Et je rappelle que dans l'histoire, aucun chef d'État, enfin j'ai pas, en général, les chefs d'État ne se rencontrent pas pour faire la paix. Ça, c'est une constante. Le congrès de Vienne en 1815, c'est le prince Talleyrand-Périgord qui va négocier pour la France, et c'est pas Louis XVIII, etc. Et ce sont en fait des diplomates qui voilà, se réuniront pour la paix. Et ensuite, les capitulations ne sont pas signées par les chefs d'État non plus. Elles sont signées par des généraux, par exemple Keitel, donc à Berlin, donc le 8 mai 1945. Donc voilà, ce petit caprice, on va dire, il faut absolument que Zelensky rencontre Poutine pour faire la paix. Ça n'existe pas dans l'histoire. Et ça serait d'ailleurs, je pense, assez étonnant que ça ait lieu. On a parlé beaucoup du rôle de Donald Trump justement dans ces négociations. Comment est-ce que justement vous qualifierez son rôle à lui? C'était quand même un coup de maître pour les deux présidents et pour Trump, hein, parce que Trump était quand même très contesté en Occident. Enfin, il l'est. Il y a beaucoup quand même d'articles, de positions anti-Trump assez violentes. C'est un président qui a été élu sur le fil. On sait que c'était très compliqué. On sait qu'il a derrière lui, enfin, une opposition quand même très forte. C'est un pays qui est divisé, les États-Unis. Ça a toujours été hein, cette danse entre les deux partis, les deux grands partis américains. Et pour lui, c'était aussi une manière de montrer, de réaffirmer finalement sa capacité à pouvoir peser dans ce jeu donc diplomatique et à montrer la puissance américaine et entre guillemets à honorer le peuple américain. Voilà, je pense qu'il y avait aussi un jeu qui ici s'adressait au peuple américain. Hmm. En tant qu'auteur du livre L'Ukraine, le royaume de la désinformation, comment analysez-vous les récits propagés des deux côtés dans le contexte actuel? En fait, on revient un peu aux questions précédentes. Je vais commencer par l'Ukraine. L'Ukraine, le président Zelensky, en fait, dit que la constitution ukrainienne l'empêche, en fait, de céder des territoires. Donc ça, c'est quelque chose qui vient en boucle, mais dans la réalité, évidemment, ce discours-là est un petit peu, comment dire, dans un pays où 20 partis politiques sont interdits, la plupart des syndicats, un tiers des médias, où il y a une police politique, où il y a eu un coup d'État, parce que c'était un coup d'État en février 2014. La constitution ukrainienne avait été bien sûr piétinée et foulée aux pieds à ce moment-là. Donc ce président Zelensky vient du coup d'une constitution qui a été dévoyée, qui a été trompée, qui a été trahie. Donc quelque part, évidemment, on sait très bien que c'est un discours de mauvaise foi. Cependant, on sait aussi qu'il a, on a déjà parlé avec vous dans Omerta, la frange bandériste qui est dans son dos. Donc ces gens ont dit que si jamais il y avait des négociations, notamment pour céder des territoires, il marcherait sur Kiev. Donc Zelensky est, lui,
cerné de toutes parts par ses clients, entre guillemets. Enfin, il est plutôt le client de l'Occident, mais en tout cas par ses partenaires occidentaux, évidemment le partenaire américain, qui maintenant, bien sûr, n'est plus vraiment un partenaire, du moins un partenaire un peu capricieux, enfin, qui est, voilà, qui est instable pour l'Ukraine. Et puis, il y a l'opinion publique ukrainienne, le petit peuple, comme je l'appelle, et puis les bandéristes. Donc ici, je pense que le narratif de Zelensky, c'est jusqu'au bout. Je pense qu'il n'a pas le choix et je pense que ce n'est pas la position et les intérêts du peuple ukrainien, en fait. Mais je pense que Zelensky, comme beaucoup de chefs d'État occidentaux, s'en foutent. D'ailleurs, le discours de Macron avec Poutine, ça avait été sorti par un petit enregistrement, c'était les séparatistes, on s'en fout. En gros, la population locale peut mourir et je pense que pour Zelensky, c'est un peu pareil. Après, les positions du côté russe, bah, c'est celles qu'on a déjà rappelées. Donc, elles sont martelées depuis le début, elles n'ont pas changé. La seule différence, c'est qu'évidemment, il y a eu ce référendum pour les 4 régions dont on a parlé. Donc, les revendications russes ne sont plus que du Donbass, mais également des républiques de Zaporozhye et de Kherson. Alors là, c'est intéressant parce que les Occidentaux, dans leurs médias, on fait croire que peut-être le président Poutine abandonnerait ces 2 régions en échange du Donbass. Évidemment, ça, c'était une fake news. Jamais les Russes n'abandonneront ces populations. Ce sera d'ailleurs catastrophique pour eux, hein, dans l'opinion publique. Et surtout, je connais le nombre d'habitants. Ils sont à peu près 980 000. Alors, ça paraît peu de gens, entre guillemets, mais en tout cas, c'est des gens qui ont fait confiance à la Russie, et qui, enfin, massivement, et qui sont restés du côté russe. Et je pense que ce serait vraiment un très, très, très mauvais signe de la Russie pour abandonner ces 2 autres régions. Pour le reste, la Russie est claire, c'est toujours la même chose. La sécurité de ses frontières, que l'OTAN soit éloignée, respecter les paroles qui ont été flouées au début des années 2000. Je rappelle que de manière orale, alors bien sûr, ça n'a pas été signé, l'Occident avait promis à Vladimir Poutine que l'OTAN ne serait pas sur ses frontières et on sait très bien, bien sûr, que ça n'a pas été respecté. Donc l'Ukraine, c'est évidemment, je l'ai rappelé, un poumon. Il y a 2 poumons, en fait, de la Russie, c'est la Biélorussie et l'Ukraine. Quand on veut lui faire du mal, eh bien, on s'attaque à ces 2 poumons. Et ça a toujours été le cas. Donc Napoléon par la Biélorussie, Hitler par les 2 pays, ensuite Charles de Suède également dans les 2 pays, et les Polonais aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu comme si on avait un ennemi qui s'installait, par exemple, au Mexique pour les États-Unis, ou si on avait une menace d'un ennemi donc à nos frontières, par exemple en Belgique pour la France, ou en Suisse ou en Italie, par exemple. Un ennemi, là, évidemment, mortel. Hmm. Pour faire un bilan un peu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle et faire un bilan un petit peu des derniers mois passés et des mois à venir? Est-ce qu'on est dans une période de stagnation? Ça a bougé quand même. La période de stagnation est plutôt derrière nous. C'est vrai que là, cette année, il y a quand même eu les rencontres, enfin la rencontre à Istanbul, il y a quand même eu des échanges de prisonniers, il y a quand même eu donc la remise de beaucoup de corps à l'Ukraine, il y a quand même eu des diplomates qui se sont rencontrés. Ensuite, évidemment, les États-Unis qui officiellement, voilà, les 2 présidents se sont rencontrés. Donc c'est quand même, on avance. Cependant, on est dans un intermède plutôt, je pense, un petit peu comme autrefois dans les vieux films où il y avait l'entracte. On est un petit peu dans ce moment-là. Je ne sais pas, on ne sait pas évidemment. Tout ça dépend finalement des représentants, des chefs d'État européens, parce que c'est le soutien le plus important. L'Union européenne, par le biais d'un de ses sites en ligne et médias, annonçait que l'aide en milliards d'euros de l'Union européenne a dépassé celle des États-Unis en juin dernier. Donc il est clair que maintenant, la solution de la paix ne se trouve pas en Russie, ne se trouve pas en Ukraine, ne se trouve pas aux États-Unis, mais en Union européenne. Et à partir du moment où les chefs d'État européens, bien sûr, ne continueront pas dans cette voie qui me paraît, moi, criminelle, hein, je pense aussi que c'est suicidaire, aussi eu égard à la situation économique de ces pays, ben, je pense que c'est là que finalement, tout ça se trouve entre les mains de ces dirigeants. Et ça me fait peur, moi-même, hein, parce qu'ils ont l'air décidés quand même à aller très très loin. Hmm.
Monsieur Braillard, merci d'avoir été encore une fois avec nous et merci de nous avoir partagé votre expertise. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, notre dernier magazine Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs est disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.